Dans un continent encore enchaîné par les vestiges du colonialisme, un homme s'est levé. Il s'appelait Samora Machel. Militant inflexible, stratège révolutionnaire, président visionnaire, mais aussi cible de tous les complots. Il a défié l'empire portugais, combattu l'apartheid sud-africain, et rêvé d'un Mozambique libre, uni et juste. Mais ce rêve s'est écrasé, quelque part sur les montagnes de Lebombo, dans un silence que les puissants n'ont jamais su vraiment expliquer. Qui était vraiment Samora Machel? Aujourd'hui, nous remontons le fil de son histoire, pour révéler l'homme derrière le mythe, le combat derrière les discours, et les vérités qu'on a voulu enterrer sous les débris de son avion. Bienvenue sur Légendes et Vérités. Voici l'histoire de Samora Machel. Le 29 septembre 1933, dans le village de Madragoa, aujourd'hui renommé Chilamben, situé dans la province de Gaza au sud du Mozambique, naît Samora Machel. Issu de l'ethnie Tsonga, il grandit dans une famille modeste de paysans catholiques. Ses parents, profondément religieux, lui inculquent des valeurs de rigueur et de discipline. La famille Machel vit des revenus de l'agriculture, mais les politiques coloniales portugaises imposent des taxes lourdes et des quotas de production de cultures comme le coton, destinés à l'exportation. Ces mesures appauvrissent les familles africaines, les forçant souvent à vendre leurs terres ou à migrer vers les villes à la recherche de travail. Samora Machel est scolarisé dans une mission catholique, l'un des rares moyens d'accès à l'éducation pour les enfants africains sous le régime colonial portugais. Malgré les ressources limitées, il se distingue par son intelligence et sa soif d'apprendre. Cependant, la mort de son frère dans une mine en Afrique du Sud oblige Samora à interrompre ses études, faute de moyens financiers. Déterminé à poursuivre sa formation, il entame des études d'infirmier, l'une des rares professions accessibles aux Africains à l'époque. Il est embauché à l'hôpital de Lourenço Marques, aujourd'hui Maputo, où il travaille sous la supervision d'une doctoresse portugaise. Cette expérience lui permet de constater les inégalités flagrantes entre le personnel médical portugais et africain, tant en termes de traitement que de rémunération. Au sein de l'hôpital, Machel est témoin des discriminations systémiques. Les infirmiers africains sont moins bien payés que leurs homologues portugais, malgré des qualifications similaires. Cette injustice le pousse à s'engager dans des protestations contre ces lois discriminatoires. Parallèlement, le contexte international des années 1950 est marqué par la montée des mouvements de décolonisation en Afrique. Des pays comme le Ghana et l'Algérie luttent pour leur indépendance, inspirant de nombreux Africains à remettre en question la domination coloniale. Machel commence à s'intéresser aux idées marxistes et panafricanistes, qui prônent l'émancipation des peuples africains et la fin de l'exploitation coloniale. En 1961, Machel rencontre Eduardo Mondlane, un intellectuel mozambicain engagé dans la lutte contre le colonialisme portugais. En 1963, une décision irréversible bouleverse la trajectoire de Samora Machel. Animé par une volonté farouche de libérer son pays du joug colonial portugais, il abandonne sa vie civile ainsi que son épouse pour s'engager pleinement dans la lutte de libération nationale. Il rejoint alors le Front de libération du Mozambique, Frelimo, un mouvement indépendantiste fondé en 1962 à Dar es Salaam en Tanzanie, dirigé alors par Eduardo Mondlane. Cet engagement marque le début d'une décennie de combats sans relâche contre le colonialisme portugais. Peu après avoir intégré le Frelimo, Samora Machel est envoyé suivre un entraînement militaire en Algérie, pays récemment libéré du colonialisme français et devenu un foyer de soutien pour les mouvements de libération africains. Cette formation militaire rigoureuse façonne ses compétences de chef de guerre et renforce sa détermination. De retour, il rejoint Mondlane en Tanzanie, où le Frelimo établit sa base arrière stratégique. Le 25 septembre 1964, une date historique dans l'histoire du Mozambique, Samora Machel fait partie du groupe de guérilleros du Frelimo qui déclenche officiellement la lutte armée contre les forces coloniales portugaises. Ce jour-là, les combattants du Frelimo pénètrent en territoire mozambicain depuis la Tanzanie et attaquent les postes portugais dans la région de Cabo Delgado, au nord du pays. Ce fut le début d'une guerre de libération nationale acharnée qui allait durer plus de 10 ans. Rapidement, les qualités de stratège et de meneur de Machel lui valent des promotions successives au sein du mouvement. En 1966, il devient secrétaire à la défense du Frelimo, succédant à Philippe Magaya, un autre chef militaire du mouvement, mort au combat. 2 ans plus tard, en 1968, Machel est nommé commandant en chef des forces armées du Frelimo et entre dans le comité central du mouvement. À ce poste,
il supervise l'ensemble des opérations militaires du Frelimo, coordonne les offensives contre les troupes portugaises et développe les stratégies de guérilla dans les zones rurales du nord du pays. Parallèlement à l'aspect militaire, le Frelimo, sous l'impulsion de ses dirigeants dont Machel, développe une véritable infrastructure sociale et politique dans les zones dites « libérées ». Ces territoires arrachés à l'emprise portugaise sont progressivement organisés comme un « contre-État ». Le mouvement y crée des écoles pour l'alphabétisation des populations, des centres de santé rudimentaires pour les soins de base, et encourage les cultures agricoles de subsistance. Il y implante également des comités de parti chargés de la gestion locale et fonde une « école du parti », dont l'objectif est de former idéologiquement les futurs cadres de la nation. Après l'assassinat d'Eduardo Mondlane en 1969, dans un attentat attribué au service secret portugais, le Frelimo entre dans une période de turbulence. Une direction collégiale est mise en place, formée d'un triumvirat incluant Samora Machel, Marcelino dos Santos et le révérend Uria Simango. Ce trio représente alors différentes sensibilités idéologiques au sein du mouvement. Machel, résolument marxiste et panafricaniste, incarne la tendance la plus radicale et la plus ouverte à la coopération multiraciale. Simango, plus modéré, est perçu comme le représentant d'un courant africaniste davantage conservateur. Très vite, Samora Machel s'impose comme la figure dominante du Frelimo. En 1970, il prend seul la tête du mouvement en écartant progressivement ses deux rivaux. Le départ de Simango du triumvirat marque la fin de la direction collégiale et le début d'un leadership plus centralisé autour de Machel. Ce tournant politique est aussi idéologique, le Frelimo adopte plus clairement une orientation marxiste-léniniste, avec l'objectif de transformer le Mozambique en un État socialiste après l'indépendance. Sur le plan personnel, cette période est marquée par des tragédies. Josina Mutamba, sa seconde épouse rencontrée en Tanzanie, militante active du Frelimo et responsable des affaires sociales, meurt en 1971 à l'âge de 25 ans. Leur union, bien que brève, a profondément influencé Machel, qui partageait avec Josina une vision commune de la libération des femmes et de la justice sociale. 2 ans plus tard, en 1973, il se remarie avec Graça Simbine, une autre militante du Frelimo, qui jouera plus tard un rôle important sur la scène politique africaine. Elle deviendra bien plus tard l'épouse de Nelson Mandela, après la mort de Machel. Sur le terrain, le Frelimo continue d'avancer. Fort d'une organisation disciplinée, de l'appui des populations rurales et du soutien de certains pays africains et du bloc soviétique, le mouvement inflige des pertes croissantes à l'armée portugaise. L'usure de la guerre coloniale, combinée à une situation politique de plus en plus instable au Portugal, affaiblit considérablement le régime de l'Estado Novo dirigé par Marcelo Caetano. À partir de 1972, le Frelimo parvient à contrôler de vastes régions du nord et du centre du Mozambique, consolidant ses acquis territoriaux et renforçant sa légitimité comme seul représentant du peuple mozambicain. Le mouvement se prépare à gouverner le pays après l'indépendance qu'il estime proche. La lutte de libération mozambicaine entre alors dans sa dernière phase. Cette période charnière, de 1963 à 1974, révèle non seulement l'endurance et la détermination de Samora Machel, mais aussi ses talents de stratège militaire, d'organisateur politique et de meneur d'hommes. Elle scelle son destin comme futur père de la nation mozambicaine, dans un contexte de guerre, de pertes, mais aussi de foi inébranlable en la libération et la transformation de son pays. En 1974, le vent de l'histoire tourne brutalement en faveur des mouvements indépendantistes africains. Au Portugal, la révolution des œillets met fin au régime autoritaire de Marcelo Caetano, héritier de Salazar, et ouvre une ère nouvelle, celle du désengagement colonial. Désormais, les militaires progressistes portugais souhaitent mettre un terme aux coûteuses guerres coloniales menées en Afrique. Pour le Mozambique, comme pour l'Angola, la Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe et le Cap-Vert, l'heure de l'indépendance approche. Samora Machel, à la tête du Frelimo, se rend rapidement à Lusaka, en Zambie, où il engage des négociations décisives avec Mário Soares, nommé ministre portugais des Affaires étrangères. Le 7 septembre 1974, les deux parties signent un accord historique, cessez-le-feu immédiat, création d'un gouvernement provisoire dominé par le Frelimo et un calendrier menant à l'indépendance du Mozambique. Cet accord fait du Frelimo l'unique interlocuteur politique reconnu du Portugal pour l'avenir du pays. Mais la transition est loin d'être paisible. Quelques jours seulement après la signature des accords,
entre le 9 et le 12 septembre 1974, une tentative de coup d'État est orchestrée à Lourenço Marques, futur Maputo, par des colons portugais d'extrême droite, hostiles au processus de décolonisation. Ces derniers prennent le contrôle d'une station de radio dans l'espoir de mobiliser l'opinion. Toutefois, l'armée portugaise restait sur place et les forces du Frelimo interviennent rapidement. Grâce à l'hostilité manifeste de la population locale envers les putschistes, l'ordre est rétabli sans bain de sang majeur. Le 25 juin 1975, après une année de transition sous tension, Samora Machel proclame l'indépendance du Mozambique. Le pays devient officiellement la République populaire du Mozambique, avec Maputo comme capitale. C'est une victoire historique, mais les lendemains s'annoncent difficiles. La majorité des 4500 colons portugais propriétaires d'exploitations agricoles fuient le pays, abandonnant les terres et les infrastructures. Des milliers de magasins appartenant à des Européens ferment également, laissant le réseau commercial mozambicain quasiment démantelé. Cette situation provoque une désorganisation brutale de l'économie, notamment du secteur agricole. L'État, désormais dirigé par le Frelimo, tente de reconstruire la structure productive nationale, mais le processus est lent et souvent conflictuel. Entre 1975 et 1981, le gouvernement parvient néanmoins à poser les premières pierres d'un nouveau modèle socialiste. Des écoles sont ouvertes, des centres de santé sont construits dans les zones rurales, et des « comités du parti » sont instaurés dans les régions anciennement libérées pour encadrer politiquement et idéologiquement les populations. Mais ces avancées se heurtent rapidement à des forces hostiles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dès la fin des années 1970, Samora Machel, président de la République populaire du Mozambique proclamé en 1975, est confronté à une situation extrêmement tendue, à la fois sur le plan interne et externe. Il gouverne un pays fragilisé par la décolonisation brutale, la fuite des colons portugais, une économie à reconstruire, et des pressions géopolitiques constantes provenant notamment du régime d'apartheid sud-africain. La RENAMO, Résistance nationale mozambicaine, soutenue par la Rhodésie du Sud jusqu'en 1980, puis par l'Afrique du Sud, devient l'instrument principal de déstabilisation du Mozambique. Samora Machel accuse ses forces contre-révolutionnaires de pratiquer un « banditisme armé » qui plonge le pays dans une guerre civile meurtrière. Le conflit, qui prend de l'ampleur dès la fin des années 70, s'intensifie au début des années 80. Les zones rurales sont particulièrement touchées, infrastructures détruites, paysans assassinés, réseaux de communication sabotés, exode massif, et famine aggravée par ces violences systématiques. Face à cette situation, Machel mène une politique de centralisation autoritaire. Le régime du Frelimo, parti unique, refuse toute opposition. Des purges sont opérées au sein même du parti et des instances de l'État. Le pouvoir reste concentré entre les mains du comité central et de la présidence. Les dérives autoritaires incluent notamment des arrestations arbitraires, des camps de rééducation, et la mise à l'écart de figures de l'opposition, même historiques. Parmi les figures écartées de manière brutale figure Uria Simango, ancien compagnon de lutte et pasteur presbytérien mozambicain. Il avait été un des cofondateurs du Frelimo, et avait même dirigé le mouvement dans un triumvirat avec Marcelino dos Santos et Machel après l'assassinat de Monlane en 1969. Mais son opposition à la ligne marxiste radicale de Machel lui vaut d'être écarté. Après avoir tenté de créer un nouveau parti, le Parti de la Coalition Nationale, PCN, Simango est arrêté, incarcéré et contraint à une autocritique publique. Il est ensuite exécuté de manière secrète, probablement entre 1977 et 1980. La même répression s'abat sur d'autres opposants, comme Joana Simeão. Cette ligne dure est justifiée par Machel comme nécessaire à la survie du jeune État face à des ennemis internes et externes. En 1995, une enquête de journalistes indépendants révèle que Simango et d'autres prisonniers politiques auraient été brûlés vifs au bord d'une route, bien après leur disparition officielle. Ces révélations, survenues près de 2 décennies plus tard et après la mort de Machel, jettent une ombre sur cette période révolutionnaire. Sur le plan international, Samora Machel incarne la solidarité révolutionnaire panafricaine. Il soutient les mouvements de libération africains, notamment l'ANC, African National Congress, de Nelson Mandela en lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Machel autorise même l'installation de bases de l'ANC sur le sol mozambicain,
faisant du Mozambique un sanctuaire pour les combattants anti-apartheid. Cette solidarité vaut au pays une hostilité accrue de la part du régime sud-africain qui multiplie les incursions armées, les bombardements ciblés, et le soutien logistique à la Renamo. Dans ce contexte, la signature de l'accord de Nkomati en mars 1984 marque un tournant diplomatique important. Ce pacte de non-agression entre le Mozambique et l'Afrique du Sud prévoit que chacun cesse d'héberger des mouvements armés menaçant l'autre. Machel, bien qu'hostile à l'apartheid, accepte cet accord sous pression, pour tenter de réduire l'étranglement économique et militaire de son pays. Mais rapidement, il accuse Pretoria de ne pas respecter ses engagements, en continuant de soutenir activement la Renamo. Parallèlement, la situation économique se dégrade. L'idéologie socialiste et les nationalisations n'ont pas permis un redémarrage réel de l'économie. Le Mozambique est contraint, dès 1983, de solliciter l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Cette démarche, inédite pour un pays socialiste, oblige le régime à entamer un virage économique. Machel, tout en demeurant fidèle à sa vision révolutionnaire, se montre pragmatique. Il engage des discussions pour la mise en place de réformes structurelles. Sur le plan personnel, Samora Machel reste une figure charismatique. Il poursuit ses tournées à travers le pays, multiplie les discours au ton énergique, parfois même lyrique, et tente de galvaniser la population dans un contexte de crise permanente. Sa compagne, Graça Machel, est très engagée elle aussi dans la vie politique et sociale du pays, notamment en tant que ministre de l'Éducation et de la Culture. Le 19 octobre 1986, survient le drame qui met fin brutalement à son parcours. Samora Machel trouve la mort dans un accident d'avion au retour d'une conférence internationale en Zambie. Le Tupolev TUF-134 qui le transportait s'écrase dans les montagnes du Lebombo, près de Mbuzini, à la frontière entre le Mozambique, l'Afrique du Sud et le Swaziland. L'accident coûte la vie à 34 personnes, dont plusieurs membres du gouvernement mozambicain. Seuls 10 survivants sont retrouvés. Les circonstances de cet accident restent entourées de mystères. L'enquête officielle dévoile que l'équipage aurait suivi un faux signal de radionavigation, VOR, émis depuis le territoire sud-africain, les déviant de leur trajectoire. Certains accusent les services secrets sud-africains d'avoir délibérément organisé un sabotage. En effet, des zones d'ombre persistent sur la gestion de l'accident par les autorités sud-africaines, qui furent les premières à intervenir sur les lieux du crash. La mort de Machel suscite une immense émotion à travers l'Afrique et dans les mouvements progressistes du monde entier. Des funérailles nationales sont organisées à Maputo en présence de nombreux chefs d'État et délégations internationales. Machel est enterré sur la place des héros à Maputo, aux côtés d'autres figures de la lutte pour l'indépendance. Il laisse l'image d'un dirigeant intransigeant, convaincu de la justesse de son combat, ayant œuvré jusqu'à la fin pour l'idéal d'une Afrique libre, souveraine et solidaire. Sa disparition marque la fin d'une époque, et ouvre une nouvelle phase pour le Mozambique, qui poursuivra sa transition politique et économique dans un contexte encore instable. Samora Machel demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du Mozambique et de la lutte contre l'impérialisme en Afrique australe. Militant infatigable de la libération nationale, président révolutionnaire et fervent défenseur du panafricanisme, il a incarné une génération de dirigeants africains décidés à rompre avec l'héritage colonial et à forger un avenir souverain et socialiste pour leur peuple. Sa mort tragique, survenue dans des circonstances troubles en 1986, a laissé derrière elle un vide profond et de nombreuses interrogations. Pourtant, son héritage politique, son engagement pour la justice sociale et son combat contre l'apartheid continuent d'inspirer les générations suivantes à travers le continent. Samora Machel reste, dans la mémoire collective, un symbole puissant de courage, de dignité et de fidélité aux idéaux de liberté. Et vous, que retenez-vous de Samora Machel après avoir traversé son destin hors du commun? Était-il seulement un chef de guerre devenu président, ou bien l'architecte d'un Mozambique libre, juste et solidaire? Sa vision panafricaine, son combat contre l'apartheid, et sa détermination à émanciper son peuple résonnent-ils encore dans les luttes d'aujourd'hui? Dites-le nous en commentaire. Partagez vos réflexions, vos émotions, vos analyses, et faisons vivre ensemble l'héritage de cet homme debout. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle a ravivé en vous une flamme de mémoire ou d'engagement, pensez à liker, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner à Légende et Vérité,
la chaîne qui redonne voix et lumière aux figures majeures et trop souvent oubliées de notre histoire. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. Plongez dans les parcours des autres bâtisseurs d'espérance et de dignité déjà disponibles sur la chaîne. Leurs histoires ne sont pas que des souvenirs du passé, ce sont des éclats de vérité pour construire l'avenir. Merci d'avoir regardé, merci de faire vivre la mémoire de ceux qui ont lutté, rêvé et bâti pour que l'Afrique se tienne debout. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des légendes africaines, et des vérités trop longtemps étouffées.